Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver à Paris en direct du 23 rue de Bourgogne dans le showroom USM. Je pense que le décor autour de moi ne vous fait pas de surprise. Alors la société USM, je vais vous en parler évidemment. Et cette vidéo, elle vient dans le cadre de la présentation d'un produit à mon sens assez exceptionnel qui n'est autre que la Défi chronographe USM. Défi, vous l'aurez compris, une montre de la manufacture Zenith. 4 éditions limitées à 60 pièces qui reprennent les couleurs USM, qui reprennent aussi des détails USM de folie, une collaboration de sens entre deux marques qui nous tiennent à cœur. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est seulement sur les Rabilleurs et c'est en direct de la rue de Bourgogne. Mais avant de vous parler de cette collaboration entre d'un côté USM et ses systèmes modulaires et de l'autre la manufacture Zenith, évidemment, je vais vous faire un petit brin d'histoire sur USM. Pour Zenith, je vous ai fait plein de vidéos à ce propos et je vais même vous renvoyer vers quelques articles de choix. USM, on en voit dans les bureaux les plus fancy du monde, si j'ai envie de dire, et dans les intérieurs de très très beaux appartements, de très belles maisons aussi à l'international. Mais il ne faut pas oublier que lors de sa création en 1885, c'est un atelier de forge qui est créé par un personnage qui s'appelle Ulrich Schaerer, dans un petit village qui s'appelle Münsingen, donc Ulrich Schaerer Münsingen, USM. Déjà, vous avez une première partie du puzzle. Donc évidemment, au balbutiement de cette jeune entreprise, il n'est pas question de système modulaire, il n'est pas question de pièces pour les bureaux, il n'est pas question de rangement, etc. Il est question de fabriquer des pièces de métallurgie, il est question de fabriquer des espagnolettes, des fermetures, des volets, et cette activité va commencer au début des années 1920. La nouvelle ère du SM, elle commence véritablement en 1961 quand Paul Schaerer Jr., alors qui porte tout l'héritage ESM sur ses épaules, qui est ingénieur de formation, commande à Fritz Haller un nouveau bâtiment d'usine. En même temps que commander ce bâtiment qui est quand même un gros machin, il va aussi lui commander le design d'intérieur et évidemment la présentation des bureaux, des rangements, des aménagements. Et c'est donc un an plus tard, en 1962, qu'ils vont véritablement, les deux personnages, donc s'attaquer à l'aménagement avec des bureaux pour USM, exclusivement pour USM. Et c'est là que le système d'aménagement USM va faire son apparition, le système que l'on connaît avec ces fameuses boules multidimensionnelles, si je puis dire, où en fait, il y a avec des pas de vis de plusieurs côtés qui fait 2,5 cm de diamètre et qui va permettre avec des jeux de tubes de différentes longueurs et des panneaux en métal colorés de créer des meubles qui sont changeables à souhait. Le nouveau bâtiment est inauguré en 1965, en même temps qu'a été posé le brevet pour ce système d'aménagement, ce système de boules de tubes et de panneaux en métal. Et il faudra attendre 1969 pour voir la production de série commencer. Et petite anecdote très croustillante, chers amis, en 1969, grosse commande de la banque Rothschild à Paris pour équiper tous ses bureaux de systèmes d'aménagement USM. C'est ça en fait qui est étonnant avec USM, c'est que ça commence par équiper les professionnels. Donc on parle de Rothschild dans les années 90, Bibliothèque nationale de France à Paris, la BNF qui équipe également toutes ces surfaces d'aménagement USM, et vous avez comme ça un nombre de marques incalculables qui vont intégrer des systèmes d'aménagement USM à l'intérieur de leurs entreprises, pas seulement parce que c'est fancy, en fait le côté fancy, le côté agréable, le côté design, si je puis dire, le côté aménagement d'intérieur du USM pour les privés, il est plutôt récent. Mais d'abord, il est pour les entreprises, et pour les entreprises non pas pour ses couleurs fort sympathiques au départ, mais surtout pour sa praticité. En fait, le fait de pouvoir avoir des systèmes de rangement différents, des ouvertures sous forme de tiroirs, des ouvertures sous forme de portes battantes, etc., qui va permettre de bien ranger des choses et surtout en fonction des typologies d'entreprises, d'avoir des rangements spécifiques pour certains types de produits, certains types de papier, etc. Puis petit à petit, USM va s'imposer dans nombreux logements privés, évidemment le côté pratique, le côté, et ça c'est très intelligent aussi, qu'on peut garder à vie, c'est-à-dire que si vous déménagez, vous pouvez emporter avec vous vos systèmes USM, vous pouvez les moduler avec des nouveaux systèmes ou en enlever une partie, changer les couleurs des panneaux, en tout cas, vous pouvez, et il y a beaucoup de témoins aujourd'hui qui peuvent le dire, avoir des systèmes USM toute une vie et ils vont vous suivre dans tous les lieux où vous allez les amener. Chers amis, assez parlé du SM, de boules de connexion et de cette histoire assez fantastique. Comment faire le pont avec la manufacture Zenith? Toute la beauté du système d'aménagement USM que l'on connaît, elle arrive dans les années 60. Dans les années 60, chez Zenith, on a envie de présenter, surtout au milieu des années 60, le premier calibre de chronographe à remontage
automatique. C'est vraiment l'envie profonde et on a envie de le faire vraiment à la moitié des années 60, en 1965. Vous en doutez, ce n'est pas prêt en 1965. Ça prend un petit peu de temps, ça rame un peu. Et pour prendre son mal en patience, Zenith va proposer un modèle, un nouveau modèle, une nouvelle famille de montres qu'elle va appeler Défi, qui va être vraiment représentée, caractérisée par cette lunette à 14 pans qu'on appelait, j'adore, dans les publicités d'époque, un petit coffre-fort, le nouveau coffre-fort, qui est cette montre typique, alors peut-être un petit peu en avance sur son temps, des années 70 à mon sens, par ce boîtier avec des courbes, une alternance de poli et de brossé, cette lunette 14 pans, des détails assez cool, notamment ces index un petit peu ondulés, bref, toute une foule de détails qui, à mon sens, représentent presque plus le début des années 70 que le cœur des années 60, mais en tout cas, Zenith, pour prendre son mal en patience et attendre le mouvement de chronographe automatique, va présenter cette Défi à la fin des années 60, avant son mouvement de chronographe automatique. Et dans l'histoire de cette Zenith Défi, il y a un modèle qui n'a jamais existé, qu'on aurait adoré voir dans les années 70 a priori, parce que le calibre 3019 arrive à la fin, enfin le projet 3019 de calibre de chronographe automatique arrive à la fin des années 60, mais nous n'avons jamais vu le boîtier de Défi utilisé avec un mouvement de chronographe, et en particulier un mouvement de chronographe El Primero. Aujourd'hui, chers amis, c'est chose du passé, même si on parle d'édition limitée, puisque USM et Zenith se sont alliés pour créer une édition limitée de 60 pièces par couleur pour 4 couleurs USM, orange pur, jaune d'or, vert USM et bleu gentiane. Donc 60 pièces par chronographe, un nouveau chronographe Zenith Défi qui n'a jamais existé et qui est équipé du calibre El Primero 400. Bon, ces pièces, elles ont une identité très forte pour deux raisons. D'abord, la raison Zenith Défi, lunettes à 14 pans, ce boîtier iconique, 37,3 mm de diamètre, donc des proportions qui sont juste idéales. Évidemment, à l'intérieur, le calibre de chronographe à remontage automatique hérité de la fin des années 60, le calibre El Primero, qui va à 36 000 alternances par heure, et qui s'exprime, si je puis dire, sur le cadran, avec une aiguille centrale de chronographe, dont j'espère que vous aurez remarqué la singularité. Cette singularité, c'est le fait d'avoir en lieu et place de l'extrémité de l'aiguille, qui serait normalement une flèche colorée ou pas colorée, d'avoir cette boule de connexion USM. Ça, c'est fantastique. Quand j'ai pris la montre dans les mains la première fois, évidemment, la couleur USM, elle saute aux yeux, elle fait partie intégrante du cadran. Mais en revanche, on dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas un autre petit détail croustillant USM? Et là, bam, la boule de connexion arrive au bout de cette aiguille centrale de chronographe, et je vous avoue que ça nous fait rudement plaisir. Si vous pensiez que les couleurs USM étaient faciles à mettre sur des cadrans, vous vous trompez. Je pensais exactement la même chose, et j'en ai parlé avec les équipes USM et les équipes de chez Zenith. Et en fait, les couleurs USM ne correspondent pas à des pantones qu'on peut juste aller chercher dans un cahier et appliquer de manière scolaire. En fait, il a fallu, en ayant évidemment l'échantillon métallique, si je puis dire, de couleurs USM, donc ou bien orange pur, ou bien vert USM, ou bien bleu gentiane, ou bien jaune d'or, arriver, grâce à un travail de recherche, arriver à la parfaite couleur pour ces cadrans. C'est un travail de cadranier et ça a été réalisé de la plus belle des manières pour ces éditions limitées Zenith. Sur ces cadrans qu'on aime tant, évidemment, vous avez cette petite boule de connexion sur l'aiguille des secondes. Vous avez une petite seconde à 9 heures, le totalisateur des 30 minutes du chronographe à 3 heures et des 12 heures du chronographe à 6 heures. Vous avez une petite date intégrée subtilement entre 4 heures et 5 heures. Donc vous avez la couleur USM sur le cadran principal et toutes les aiguilles des sous-compteurs reprennent cette couleur USM. On retrouve ces aiguilles un peu typiques aussi des années 70, d'aiguilles des heures et des minutes avec à la fois de la peinture noire, des aiguilles argentées avec une touche de luminescence. Et ce que j'aime évidemment à côté de ces petits index courts et ondulés, c'est le fait d'avoir une petite bille en Luminova qui rappelle aussi les cadrans en tritium qu'on adore des années 60, plutôt la deuxième moitié des années 60 et des années 70. Comment ne pas parler du magnifique, du délicieux bracelet originellement produit par la société Gay Frères, société de chaînistes qui produisait des bracelets, des chaînes en acier, mais surtout des chaînes et des bracelets en or, représentés avec ces lettres GF et le petit chamois entre les deux. Et vous avez ce bracelet qu'on appelle le bracelet ladder, bracelet à échelle. Donc vous avez en fait des trous pour respirer et vous avez en fait, c'est pour ça échelle, c'est-à-dire que vous avez des petits barreaux en acier, de l'espace de libre, un petit barreau en acier et de l'espace de libre. C'est d'un confort un peu incroyable sur le poignet, ça se finit par une boucle déployante évidemment signée Zenith de qualité et ça vient compléter la montre de la plus belle des manières. Ces montres, malheureusement, elles sont presque plus disponibles. Vous en avez encore chez quelques distributeurs, mais c'est vraiment un succès incroyable. Et chers amis, je tiens à vous le dire maintenant,
La collaboration ne s'est pas arrêtée à une petite boule de connexion sur l'aiguille de chronographe et une couleur sur le cadran ou une gravure sur la masse oscillante USM. Vous avez une magnifique boîte qui est une boîte USM, c'est-à-dire avec des boules de connexion, des tubes et des panneaux de métal qui reprennent les couleurs USM qui ont été choisies pour ces éditions limitées. Une boîte de très belle taille avec à l'intérieur des boîtes en cuir de toute beauté qui permettent de mettre évidemment la montre de cette collection ou alors même toutes vos montres si vous le souhaitez, même si je vous recommande d'avoir vos montres dans un coffre à la banque, c'est toujours plus sûr. Chers amis, ces éditions limitées, même si elles ont déjà conquis le cœur des acheteurs, il n'en reste plus beaucoup chez les distributeurs, donc si vous êtes intéressés, dépêchez-vous, sont proposées au prix de 12 000 € avec cette magnifique, cette sublime boîte. Pour une fois qu'une boîte est bien réussie dans une grande manufacture horlogère, il faut le noter, puisqu'il faut le dire aujourd'hui, à mon sens, quand on achète une montre déjà à 2-3 000 € et même au-delà de ça, là ici à plus de 10 000 €, on mérite d'avoir une boîte correcte avec, on mérite d'avoir une boîte qui a reçu des soins, qui a été faite dans les règles de l'art et malheureusement aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas. Si on m'écoute, prenez note. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez d'un côté une magnifique société suisse, USM, Ulrich Schaerer Munsingen, 1885, un atelier de forge, donc il ne savait pas évidemment encore ce que ça allait devenir, l'ampleur que ça allait prendre. Il faut attendre sa descendance, le début des années 60, le dépôt d'un brevet en 1965, cette boule de connexion qui fait finalement les liens dans le monde entre tous les systèmes modulaires USM, et d'un autre côté la manufacture Zenith qui dans les années 60 présente cette montre avec des 14 pans, en ayant l'idée de cette brute de décoffrage, de cet écrou d'industrie, de métallurgie. Et quand on combine ça avec une montre qui n'existe pas, c'est-à-dire un défi chronographe et le Primero, on obtient une montre exceptionnellement belle, avec de belles proportions, qu'on a juste envie de glisser au poignet avec ses 37 mm, c'est juste divin. Et si vous ajoutez à cela le clin d'œil USM qui en mettre un petit peu plein la vue, mais pas trop non plus, qui rend juste la montre un peu piquante, ça fait vraiment plaisir, c'est une réussite. Bravo à USM, bravo à Zenith. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces nouvelles éditions en commentaire. Abonnez-vous évidemment à notre chaîne pour avoir toutes ces croustillantes actualités. On vous aime, on vous dit à bientôt. Merci.